Alors moi, je voudrais d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet de la lecture électronique, je voudrais d'abord resituer un petit peu au niveau de la psychologie cognitive les mécanismes généraux perceptifs de la lecture. Parce qu'en fait, notre système perceptif est contraint. Et c'est ce que je voudrais d'abord vous faire partager. Et puis ensuite, nous pourrons discuter, justement, répondre peut-être à vos questions intéressantes. Alors, en fait, qu'il s'agisse de lecture profonde ou de recherche d'informations, qu'il s'agisse de lecture papier, électronique ou musicale, les mêmes mécanismes perceptifs visuels contraignent notre prise d'information. En effet, en raison des contraintes physiologiques de la perception visuelle, nous ne sommes pas capables de voir de manière équivalente tous les mots sur la page. C'est pourquoi nos yeux parcourent un support en faisant des petits mouvements extrêmement précis et rapides, les saccades et les fixations. Alors, les saccades, ce sont des sauts d'un point à un autre qui durent en moyenne 40 millisecondes, donc qui sont extrêmement brefs. C'est la raison pour laquelle on dit que pendant la saccade, l'œil est aveugle, on ne prend pas d'informations. Et entre chaque saccade, une fixation qui dure en moyenne 250 millisecondes, c'est-à-dire un quart de seconde, vraiment très très brève, mais on prend l'information uniquement durant la fixation. Et lorsqu'on utilise, comme on le fait au laboratoire, la méthode d'enregistrement des mouvements oculaires, cette méthode nous permet justement de connaître, de relever le nombre de saccades, le nombre de fixations, la durée des fixations, saccades progressives, régressives. Ce qui nous intéresse le plus, ce sont les saccades régressives parce qu'elles permettent de donner un indicateur sur la difficulté d'intégrer de l'information. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de neurophysiologie sur l'œil et la fovea, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on a trois zones. La zone fovéale, la zone la plus sensible aux détails sur la rétine, sur laquelle sont projetés les mots de manière très précise. Et c'est vraiment très petit. C'est comme si on regardait à travers une fenêtre de 3 ou 4 caractères, pas plus. Ensuite, on a la zone parafovéale. Qui est pour ce qui concerne la lecture textuelle occidentale, qui est de 4 caractères à gauche de la fixation et 15 caractères à droite, donc une vingtaine de caractères en tout. Et ensuite, on a la zone périphérique où là, on ne perçoit plus rien. Donc, ce qui va nous intéresser en psychologie cognitive, c'est de savoir ce qu'on appelle quel est l'empan perceptif, c'est-à-dire combien durant une fixation, quelle est l'information, combien d'informations utiles peut être extraite. Et si vous avez compris ce que je viens de dire, c'est pas plus d'une vingtaine de caractères. Donc, on est assez limité lors de la lecture. C'est la raison pour laquelle on fait des saccades. Nos yeux sont obligés de se déplacer sur la région la plus sensible aux détails. Alors, ce qui est intéressant, c'est que selon le matériel à lire, la difficulté du texte à lire, le niveau d'expertise du lecteur, le nombre et la durée des saccades et des fixations peut augmenter considérablement, et c'est donc le signe d'une difficulté d'intégration de l'information. Les contraintes mécaniques, donc, que je viens de vous exposer, elles sont influencées par les contraintes cognitives. Lorsqu'on lit un document, notre cerveau effectue une série de traitements pour que nous puissions comprendre ce document au fur et à mesure. Donc il y a plusieurs phases. D'abord, il s'agit de percevoir et identifier les lettres. Ensuite, on identifie les mots et on accède à leur sens. Évidemment, le but de la lecture, c'est la compréhension. Et donc, pour comprendre le texte, il faut l'intégrer aux informations déjà stockées en mémoire. Et ensuite, toute cette information, donc, qui est captée par l'œil, est transférée dans l'hémisphère gauche du cerveau, dans lequel on a des aires spécialisées pour le traitement des objets, de la lecture, etc. Cette séquence de sous-processus, elle se fait très rapidement et simultanément, puisque je vous disais que les fixations duraient en moyenne 250 millisecondes, donc il faut qu'en 250 millisecondes, on arrive à intégrer toute cette information. Alors maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, puisque le livre n'est plus l'unique support privilégié de la lecture. Comment la multiplication des supports a-t-elle fait évoluer notre façon de lire ? Alors effectivement, le livre existe depuis le XVe siècle. Toutefois, en 30 ans, on a multiplié le nombre de supports, puisque maintenant, on a la chance d'avoir non seulement l'écran d'ordinateur, mais l'iPhone, l'iPad,
le livre électronique, les écrans 3D. Donc la question est de savoir si le système cognitif est capable de s'adapter à tous ces supports, mais également à la grande quantité d'informations mises à la disposition du lecteur. Les principales différences entre lecture sur papier et lecture sur écran portent sur le support lui-même, bien sûr, mais surtout sur le mode de présentation qui, sur écran, est dynamique, hypertextuel et multimodal. Alors, dans la littérature, quand on compare la lecture sur écran et la lecture sur papier, on relève plusieurs points de différence, notamment le premier, c'est le niveau de lumière. On sait que lorsqu'on lit sur papier, comme maintenant, l'éclairage est naturel ou artificiel, mais en tout cas, il est produit, il est externe au document. Tandis que sur écran, la source de lumière est interne au document, et c'est ce qu'on appelle le rétroéclairage. Et ce rétroéclairage agresse visuellement le lecteur et du coup provoque une fatigue visuelle. Ensuite, il y a le mode de présentation qui est différent entre lecture sur écran et lecture sur papier. Sur papier, les informations sont présentées page à page et donc ces informations sont stables. Alors que sur écran, différents procédés permettent de se déplacer sur le document électronique et induisent un mouvement, que ce soit au niveau des mots, des images. Donc cet affichage dynamique versus statique peut être préjudiciable à la mémoire spatiale, parce que lorsque on lit un livre, habituellement, on encode non seulement l'information que contient le livre, mais également l'emplacement auquel on peut retrouver l'information si on a besoin d'à nouveau aller chercher cette information. On trouve également une différence sur le type de lecture. Lorsqu'on lit un livre, comme vous le disiez tout à l'heure, notre lecture est linéaire, car on va suivre le texte qu'a créé l'auteur. Et normalement, si l'auteur a bien écrit son texte, on n'a aucun mal à intégrer de l'information. Par contre, sur un document électronique, on a un procédé de type hypertexte qui demande à ce que le lecteur choisisse son chemin de lecture. Du coup, les hypertextes peuvent rendre la lecture plus difficilement compréhensible. Et alors que dans un texte sur papier, on ne peut avoir que 2 niveaux de lecture, en général, on peut avoir que le texte et son encadré. On n'a jamais l'encadré d'un encadré. Dans le document hypertexte, on peut avoir plusieurs niveaux de lecture, 5, 6 niveaux de lecture. Et ceux qui vont pouvoir s'y retrouver, encore une fois, ce seront ceux qui seront experts en lecture hypertextuelle. Donc, en lecture électronique, les conséquences de lecture sur écran rétroéclairé sont d'une part que l'empan visuel diminue. Tout à l'heure, je vous parlais d'empan perceptif, d'empan visuel. Si notre empan visuel diminue, ça veut dire qu'on va être obligé de faire davantage de saccades. Et si on fait davantage de saccades, ça va créer de la fatigue visuelle. Cet empan visuel, il va diminuer selon le contraste, c'est-à-dire la différence entre la couleur des caractères et le fond, l'espacement entre les caractères et l'emploi de colonnes réduites. Vous savez, l'emploi de colonnes réduites, c'est le type de typographie utilisé dans les journaux. Et effectivement, si c'est réduit sur des petites colonnes, on est obligé à chaque fois de faire davantage de saccades. Lorsque l'empan visuel est diminué, donc je vous disais, l'attention visuelle, non seulement ça crée de la fatigue, mais l'attention visuelle qui guide le regard est également perturbée. Parce que lorsqu'on déplace notre regard, en général, l'œil va se poser, lorsqu'on fait une saccade, l'œil va tenter de se poser sur ce qu'on appelle le point optimal de fixation, sur le mot suivant, de manière à pouvoir détecter rapidement le mot suivant. Et si la prise d'information visuelle est dégradée, à ce moment-là, le lecteur fera 25% en moyenne de fixation en plus. Alors, le but de la lecture, c'est évidemment la compréhension de texte. Et la compréhension, ça consiste à tisser des liens entre les différents niveaux d'information pour arriver à établir une cohérence, qui est la propriété essentielle de la compréhension. Cette cohérence, elle se trouve facilement dans la lecture sur papier, ce que je vous disais tout à l'heure. Si l'auteur a bien écrit son texte, vous n'aurez aucun mal à le suivre sur son chemin. Mais par contre, elle
elle sera beaucoup plus difficile à trouver dans le cas d'hypertexte, puisque c'est le lecteur qui va choisir son chemin de lecture, et il risque ce qu'on appelle la désorientation cognitive, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de cliquer de lien en lien, il ne sait plus trop quel était son objectif de départ. Supposons que je cherche une information sur les tomates. Voilà, qu'est-ce que la tomate? Je vais peut-être cliquer sur un lien qui va m'amener sur l'Amérique latine. Sur l'Amérique latine, peut-être un lien qui va m'amener sur les conquistadors. Et de lien en lien, je vais perdre mon objectif de départ. C'est ce qu'on appelle la désorientation cognitive. Alors, comment on va pouvoir repérer l'information pertinente et comment on parvient à trouver du sens et à établir une cohérence? Malheureusement, les moteurs de recherche sont, heureusement qu'ils sont très performants, mais ils n'ont aucun degré de pertinence. Lorsque je clique sur Google, lorsque j'entre un mot sur Google et que je clique, le moteur de recherche va me proposer plusieurs liens sur lesquels je vais être obligée de cliquer un à un pour voir si le lien me convient, si je peux trouver l'information que je cherche. Et ça pose le problème de l'autorité de l'information. Qui a mis l'information sur le web? Cette information est-elle fiable? Donc ça va nous demander une recherche plus importante. Ensuite, la question c'est est-ce que l'information que j'ai trouvée est suffisante pour ce qui concerne le domaine que je veux enrichir? Donc on peut avoir du mal à s'y retrouver. Et de lien en lien, ce que je vous disais tout à l'heure, on peut perdre de vue le but poursuivi au début de la recherche et être complètement désorienté au niveau cognitif. Alors, ce qu'on observe en laboratoire, c'est que contrairement à la lecture attentive et silencieuse des livres, ici, on est dans une lecture superficielle, extrêmement rapide, car l'objectif, c'est d'avoir un accès immédiat à l'information. Et c'est en ça qu'on peut opposer la lecture profonde d'un livre, la lecture profonde sur papier, à la lecture sur écran. Parce que finalement, est-ce que la lecture sur écran, c'est pas plutôt de l'écrémage, c'est pas plutôt une recherche d'informations très brève? On ne lit que les titres, que les premières phrases, et on va pas se comporter de la même manière que lorsqu'on lit un livre. Alors, une autre propriété du web, et c'est celle qui me semble vraiment la plus intéressante, c'est d'être multimodal, c'est-à-dire de contenir des informations qui émanent de différentes sources, du texte, du son, des graphiques, des images, de la vidéo. Et la grande question, c'est de savoir comment s'adapte le lecteur à la présentation multimodale de l'information. Alors que, normalement, sa capacité cérébrale de traitement de l'information en simultané est limitée. Alors, si je cherche une information, lorsque je veux aborder un thème, par exemple, si je cherche une information sur le cerveau, si j'ai juste un texte qui va me décrire ce qu'est le cerveau, je vais pouvoir me créer une représentation de ce qu'est le cerveau, mais cette représentation va être enrichie si, à côté de ça, on me montre des photos du cerveau, des images en 3D, éventuellement des vidéos de patients atteints de maladies d'Alzheimer, d'autisme, etc. Donc forcément, la multimodalité, on va dire que le plus de la multimodalité, c'est d'enrichir notre représentation mentale. Donc l'hypermédia, puisque lorsqu'on mélange les modalités, on ne se contente plus d'appeler ça de l'hypertexte, mais de l'hypermédia. L'hypermédia permet d'enrichir notre représentation mentale. Toutefois, si l'information, ce qu'il faut savoir, ce qu'ont montré les différentes études, c'est que si l'information est inutilement redondante, alors le message est brouillé, plutôt qu'enrichi. Alors, pour bien comprendre la multimodalité, il faut déjà poser les bases. Là encore, évidemment, nous sommes tous, parce qu'il y a dans la littérature en ergonomie cognitive, et lorsqu'on parle de lecture électronique et de multimodalité, il y a effectivement une espèce de
de polémique sur est-ce que c'est bien d'ajouter. Les recherches, elles portent surtout là-dessus parce que c'est vraiment, ça va être ça l'enjeu. C'est est-ce qu'il faut, est-ce que c'est bien d'enrichir un texte par de la vidéo, du son, des images, etc. Ou est-ce qu'on s'en tient simplement au texte? Et moi, je répondrais d'abord, d'une part, nous sommes faits pour être multimodaux. C'est-à-dire qu'on perçoit notre environnement comme un tout par l'intermédiaire de nos 5 sens, qui chacun contribue à définir des caractéristiques des objets par leur forme, leur couleur, leur texture, éventuellement leur goût et leur odeur. Et l'intégration multimodale, c'est la capacité à combiner toutes ces modalités de nature diverse en un tout cohérent, en une expérience globalisante de notre environnement. Naturellement, les diverses perceptions ne sont pas associées arbitrairement. Il s'agit d'extraire du sens de ces associations, de renforcer des représentations par des perceptions multiples. Et donc, l'intégration multimodale, c'est une propriété importante de la cognition. Alors, d'une part, le cerveau est naturellement multimodal puisqu'on a plusieurs canaux sensoriels, et d'autre part, la prise d'information et l'intégration varient selon la complexité de la tâche et l'expertise du lecteur. Alors, est-ce que le fait qu'on ait des documents hypertextes et hypermédias, est-ce que ça nous expose davantage au risque de désorientation cognitive? Ben oui, effectivement. Ce qu'on montrait, enfin, je voudrais vous parler de différentes études. Il y a les études qui sont plutôt favorables, qui ont montré que c'était un plus d'avoir une information multimodale. Par exemple, celle de Richard Meyer et collaborateurs. Il parle d'effet de modalité. Il montre que l'utilisation conjointe d'un schéma électrique complexe et de commentaires présentés en modalité auditive s'avère plus efficace lorsque les commentaires sont présentés à l'écrit. Donc si on veut décrire un schéma et qu'on l'accompagne de son, ben, ça va enrichir la représentation mentale du lecteur. Également, en faveur de cette multimodalité, il y a les travaux. Il y a eu peu de travaux en IRM, c'est dommage parce que avec l'imagerie par résonance magnétique, on pourrait explorer davantage. Donc, peu de travaux en IRM comparant lecture électronique et lecture de texte, mais par exemple, Gary Small et ses collaborateurs ont mesuré les patterns d'activation cérébrale en IRM en comparant une tâche de recherche sur Internet et une tâche de vérification lors d'une lecture de texte. Et ce qu'il a observé, c'était intéressant, c'est quel que soit le niveau d'expertise de lecture sur le net, on observe une activation des zones contrôlant évidemment la vision, le langage, la lecture et la mémoire. Mais chez les plus experts en surfing sur le net, on observe également, il y a également des zones supplémentaires qui sont activées. Ce sont celles qui contrôlent la prise de décision et le raisonnement complexe. Donc, ça développerait, là on peut parler de plasticité cérébrale, ça nous permettrait de développer également, parce qu'effectivement il faut cliquer sur le lien ou pas, il faut savoir si l'information nous suffit ou pas, donc ça nous permettrait de développer des capacités de prise de décision. Alors, par contre, les points négatifs de la multimodalité, on sait que le traitement d'un document illustré exerce des contraintes fortes sur le système cognitif du lecteur. La multiplicité des sources, qu'elles soient textuelles, imagées, sonores, etc., impose des allers-retours constants pendant la lecture. Et c'est ce qu'ont montré des études utilisant l'enregistrement des mouvements oculaires, notamment Egarty et collaborateurs en 90. En fait, on fait sans cesse des mouvements oculaires vers le schéma. Au bout de 3 propositions, on se réfère encore au schéma, on revient vers le texte. Et donc l'intégration, en fait, on sait que l'intégration mentale de 2 sources d'information est une condition nécessaire à la construction d'un modèle mental, mais paradoxalement, cette intégration exige des ressources importantes, car elle nécessite des interruptions de la lecture. Donc, en conclusion, bien sûr, la lecture sur écran est précieuse. C'est un outil précieux qu'est l'outil informatique, mais il faut l'améliorer parce que il faut vraiment tenir compte des contraintes et de notre système perceptif et de notre système cognitif. Pour rester sur une note positive, on va dire que
effectivement, l'outil informatique, ça va nous permettre d'élargir nos connaissances, de nous documenter, de communiquer. L'information est devenue disponible rapidement, très fluide, très accessible partout dans le monde, mais encore faut-il savoir l'exploiter et ne pas être désorienté cognitivement.